On a décidé de commencer en regardant la télé ou presque. Désolée. Okay, it's the bank scene. Girl with balloon, ladies and gentlemen, standing in the back of the room. And I'm going to start getting in 100, 150, 200,000. I have already 200,000, 300,000, 350, 400,000, 400,000, 600,000. You're being 600,000. Anyone else? Last chance. And selling for 860,000. Yeah, if you could maybe get one of the technicians quickly to go and take over there, that'd be great. Okay, we're moving on, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we are going to move on here. Sorry for having your attention. Oui, alors beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont déjà vu cette vidéo, puisqu'elle a été vue 13 millions de fois. C'est donc une vidéo publiée par le street artiste Banksy après l'autodestruction de son œuvre lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's le mois dernier. Si on avait besoin d'une preuve de la puissance d'Instagram, je pense que c'en est une. Et on notera un des posts suivants de Sotheby's qui confirme la vente et qui récolte 56 000 likes, ce qui est une assez bonne performance même pour le compte Sotheby's Monde. Ce qui me permet d'introduire notre sujet, comment promouvoir l'art sur Instagram. Je précise tout de suite que le sujet est centré sur les acteurs commerciaux physiques que sont les galeries, les antiquaires, les maisons de vente, les marchands divers. On ne va pas traiter ici ni des pure players qu'on a entendus ce matin, ni des artistes. Et dernière précision, il s'agit d'outils pratiques. On effleurera des débats théoriques, mais on ne fera que les effleurer. Pour participer à cette table ronde trépidante, nous avons réuni trois acteurs de choix que sont Vanessa Clairet. Donc Vanessa Clairet est directrice de la communication de la galerie Perrotin, qui a, comme vous le savez, des antennes à Paris, New York, Hong Kong, Séoul, Tokyo, Shanghai. Vanessa a précédemment travaillé au mécénat de la maison Agnès B, dirigé la galerie Michel Rhin, coordonné des projets culturels à l'agence Architecture Studio, et elle a également dispensé des cours d'histoire de l'art à l'école du Louvre, des cours d'économie de la culture à Paris 1 et écrit des textes pour des revues et catalogues d'exposition. Deuxième invité, Jean-Baptiste Duquesne, à ma gauche, qui est responsable des relations extérieures d'Arcurial. Il a rejoint la maison de vente en 2014, après avoir travaillé à la communication d'institutions telles que les arts décoratifs, ou diverses personnalités ou entreprises internationales telles que Hermès. Il a donc rejoint Arcurial en 2014 pour créer le service presse de la maison de vente. Et aujourd'hui, il supervise les relations médias, les réseaux sociaux et la communication interne. Et dernier invité, Thomas Delattre, tout à fait à ma gauche, qui est ancien directeur digital de Publicis 133, Publicis 133 étant la branche luxe de Publicis. Il était alors en charge de Lancôme International, L'Oréal Professionnel, Cartier, et aujourd'hui il a pris son indépendance. Il est consultant en stratégie et production digitale pour des PME du luxe comme Jérôme Dreyfus ou des grandes marques comme Boucheron, et il est également chargé de cours au CELSA et à Sciences Po. Voilà pour notre panel de choix. C'est Thomas qui va... qui ne débute pas immédiatement. J'ai quelques infos très rapides
quelques données très rapides à vous fournir. Instagram, c'est aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, dont 17 millions en France. 45% des maisons de vente présentes en France sont sur Instagram. Donc retenez bien le 45%. Il y en a 63 qui sont sur Facebook, 63%, 34% sur Twitter et 10% sur YouTube. Pinterest et LinkedIn, même chose. Malheureusement, je n'ai pas les statistiques pour les galeries puisqu'elles n'existent pas. Et enfin, dernier chiffre, qui sont peut-être un peu paradoxaux avec ceux qu'on vient de mentionner. 63% des acheteurs d'art plébiscitent Instagram, contre seulement 38% pour Facebook. Ce sont des chiffres qui ont été donnés dans le dernier rapport Hiscox. 79% des acheteurs d'art de moins de 35 ans utilisent Instagram pour découvrir de nouveaux artistes et 82% pour suivre l'actualité des artistes qu'ils connaissent. Avant-dernière slide d'intro, vous avez devant vous une œuvre une œuvre de Basquiat qui a été mise en ligne en novembre 2016 par Brett Gorvy, qui était à l'époque responsable du département post-art et contemporain chez Christie's. Et la légende veut, c'est une légende qui a été contredite par certains journalistes, mais je vous la livre, la légende veut qu'il ait posté cette image sur son compte perso avant de prendre un avion pour Hong Kong. Et il aurait découvert dans ses messages, à son arrivée à Hong Kong, 3 clients qui lui demandaient si la peinture était disponible. Et il aurait vendu cette peinture pour un montant avoisinant les 24 millions de dollars, alors qu'elle avait été cédée 7 millions en 2007 chez Christie's. Voilà. C'est une info qui avait été dévoilée à l'époque par Bloomberg. Et dernière chose, vous vous trouvez devant l'œuvre la plus likée à la FIAC 2018. Chiffre de l'Observatoire de l'art contemporain qui pose la question: qu'est-ce qu'une œuvre instagrammable ? Je pense qu'elle y répond relativement bien. Voilà, alors Thomas, c'est à vous. En préambule, une question très, très générale. À quoi ça sert Instagram pour une galerie, un marchand, une maison de vente ? Alors, il n'y a pas de manière unitaire de répondre à cette question. Peut-être le point de départ, c'est de déjà voir ce que les galeries et les acteurs du marché font sur Instagram, et on en voit tout de suite les premiers contours. On est avant tout là pour relayer quelque chose qui a pour but final de faire venir dans un lieu physique. On est sur ce qu'on appellerait en marketing et en consommation type des produits de luxe, on est sur du drive to store, donc dans un lieu physique qui est le lieu de la rencontre, de la promesse qu'on communique. Donc aujourd'hui, l'essentiel des acteurs ont pour but de communiquer sur le digital des événements qui ont lieu dans la vraie vie. Et on est avant tout sur cette logique de parcours. On peut se poser la question à travers un deuxième aspect qui est Instagram lui-même. Instagram, c'est un réseau social qui change de nature au fil de son exploitation. Le digital est très friand de ça, c'est-à-dire qu'on part d'un modèle économique ou d'une réalité, et puis elle est amenée à changer. Instagram, quand ça a été créé, c'était un lieu de destination. À la différence de Facebook, on ne pouvait pas passer d'Instagram vers un site internet ou vers un autre élément sur le digital. Et donc, du coup, Instagram était le lieu d'une découverte d'images, partage d'images, mais on n'allait pas plus loin. Et puis, depuis quelques temps, Instagram est devenu une plateforme, une passerelle, pour aller vers un point de parcours plus lointain. Et ce plan plus lointain, ça peut être un site internet pour découvrir de l'information sur un artiste, sur une exposition. Ça peut être aussi pour rediriger vers une dimension plus marchande, en tout cas sur une partie des œuvres qui sont présentées. Et puis la troisième approche, alors elle ne fait pas toujours plaisir, en tout cas moi c'est la mienne, c'est une approche qui est très marketing, au sens, voilà, je sais que c'est un peu un gros mot, mais très marketing qui est
en fait, est-ce qu'on ne devrait pas renverser cette question? Et au lieu de se dire à quoi sert Instagram pour une galerie d'art, on pourrait se poser la question à quoi sert une galerie d'art, à quoi sert une maison de vente sur Instagram, et surtout pour qui? Nous, quand on fait du marketing, quand on se pose la question d'un dispositif digital, la mutation à laquelle on est obligé de se plier, c'est de replacer l'utilisateur au centre, là où souvent la marque ou on va dire l'émetteur est au centre de sa prise de parole, dit ce qu'il a à dire, ses événements et tout. Un utilisateur d'Instagram, il vient sur Instagram pour certaines raisons. Et ces raisons ne sont pas les mêmes en fonction des publics. Donc je dirais qu'à quoi sert Instagram pour une galerie d'art ou pour une maison de vente? Ça dépend de ses publics et ça dépend de la raison pour laquelle elle communique avec ses publics. On peut identifier différents publics. On a peut-être le grand public qui est dans l'attente d'une actualité culturelle. On peut clairement pas dire que tous les visiteurs du stand de la galerie Perrotin à la FIAC sont des collectionneurs. Donc il y a un rôle culturel qui est porté par le galeriste ou par la maison de vente. On peut parler du collectionneur, même si on sait que le lien entre la galerie et le collectionneur il est plutôt confidentiel, il est à l'abri des regards. Et on est dans une culture et une tradition orale, donc c'est pas forcément le premier lieu de la rencontre. Et puis on peut avoir d'autres publics, on peut avoir un public institutionnel pour une galerie qui par exemple souhaite durablement que ses artistes soient intégrés dans des fonds de musées, ou des partenaires, etc., etc. Le dernier point peut-être, c'est qu'on peut utiliser Instagram enfin pour recruter, trouver des personnes qu'on n'arrive pas aujourd'hui à toucher spontanément. On y pense bien entendu à travers tout ce qui va être média, donc des posts sponsorisés qui vont permettre de toucher des audiences qu'une galerie ou qu'une maison de vente ne touche pas dans l'immédiat. Et puis on peut le trouver aussi dans ce qu'on appelle en marketing du earned media, c'est-à-dire comment, à travers des collaborations ou des stratégies d'influence, on va pouvoir trouver des partenaires qui vont nous ouvrir vers un nouveau public. On peut prendre comme exemple, par exemple, une galerie de design qui, avec une galerie d'art contemporain, va faire une opération commune. C'est une manière aussi d'ouvrir une audience à laquelle on n'accède pas spontanément quand on a sa propre communauté à soi. Voilà. Alors, question à l'adresse de Vanessa et Jean-Baptiste, et peut-être que Thomas, vous aurez un mot à dire là-dessus. Les acteurs du marché, on ne va pas se le cacher, sont quand même relativement en retard le fait de prendre possession d'Instagram. À votre avis, pourquoi? Est-ce que ça a été le cas chez vous? Quels sont les freins et est-ce qu'ils sont justifiés selon vous? Peut-être Vanessa, vous pouvez commencer. Oui, merci. D'abord, merci Éléonore pour l'invitation à cette table ronde sur un sujet effectivement aussi nouveau que passionnant, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux. C'est vrai que Instagram est un média visuel, un social média visuel, et effectivement on pourrait s'attendre de la part des acteurs culturels, en tout cas du domaine des arts visuels, une plus grande appropriation, en tout cas plus ancienne, mais ça a mis un petit peu de temps, et je pense que c'est aussi lié au fait que beaucoup de structures, parmi lesquelles les musées, les galeries, les institutions culturelles au sens large, ne sont pas forcément non plus dotées d'équipes depuis très longtemps pour s'occuper de ces outils, découvrent aussi et s'approprient les outils au fil de l'eau. Et Instagram est créé en 2010, racheté par Facebook en 2012. Nous, à la galerie, notre compte date de 2013 déjà, donc ça fait 5 ans, et en fait, c'était quand même 3 ans après la création du média qui a eu, pour le coup, un succès assez fulgurant, donc on peut déjà dire que c'était relativement tardivement. Vous ne visez pas spécifiquement avec la question. Non, mais c'est tout à fait juste. Et effectivement, oui, c'est aussi lié au temps qu'on peut y consacrer, aux équipes, aux moyens, et finalement à l'enjeu que ce social media représente, puisque finalement on se rend compte aujourd'hui de la portée et du levier en matière de communication que Instagram peut avoir. Donc effectivement on y alloue des moyens qui sont supplémentaires, et beaucoup d'acteurs, petits, moyens et grands, s'y mettent même récemment, et en tout cas se mettent à développer des stratégies de communication dédiées à ce social media. Pour vous, un des freins, c'était les équipes, le temps de se... Moi, j'étais pas à la galerie à cette époque-là, donc c'est peut-être un peu plus compliqué d'en parler, mais de façon générale, je pense que c'est tout à fait juste, et même jusqu'à
il y a finalement assez peu de temps, on n'avait pas une personne en particulier qui s'occupait des problématiques de réseaux sociaux au sens large. C'était pas uniquement Instagram, évidemment. Et aujourd'hui, c'est le cas, et on a des relais à l'international. Et c'est vrai que c'est différent de s'occuper vraiment des réseaux sociaux que d'y consacrer une demi-heure par jour à poster un contenu, parce qu'effectivement, on a juste envie de relayer une actualité de nous, de nos artistes, et finalement, juste d'amener un contenu et de le publier sans plus de réflexion, c'est moyennement intéressant. C'est effectivement déjà, on va dire, la base, mais dès lors qu'on commence à créer une stratégie, à se dire qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux par rapport à d'autres moyens de communication que peuvent être des newsletters, des cartons d'invitation, etc., un site internet, c'est là que ça devient intéressant, et c'est là aussi qu'on ressent que l'audience, justement, suit et est de plus en plus active. Jean-Baptiste. Oui, je partage complètement l'avis de Vanessa. Effectivement, je crois qu'il y avait une double problématique qui était celle des équipes et de savoir comment on allait le faire. Et puis, il y avait un petit peu de réticence et un peu de peur. J'en parle un peu librement par rapport à Arcueil, parce que c'est une maison qui est assez jeune et qui a été depuis le début très innovante aussi grâce à ses équipes qui étaient elles-mêmes jeunes et qui donc ont poussé un certain nombre de changements et de forces. Sur Instagram, on a suivi... Alors, Arcueil a été pionnier, par exemple, était la première maison sur Facebook, Twitter en France. Et puis ensuite, ça s'est un peu calmé dans la manière dont il était alimenté, puisqu'une fois qu'on l'avait créé, qu'est-ce qu'on en faisait ? Sur Instagram, on n'a pas voulu reproduire le même schéma et de se dire on le crée pour y être, et puis après on verra bien ce que ça devient. On s'est posé dès le début les questions un peu de la stratégie et des moyens qu'on pouvait mettre d'abord. Donc y être pourquoi, pour dire quoi, c'est un peu également ce que disait Thomas, pour le dire comment, pour s'adresser à qui. Donc c'était des vraies problématiques pour nous. Et finalement la réponse est venue en interne, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était des directeurs de départements spécialisés qui ont décidé que pour eux, d'un point de vue business et d'un point de vue de relation, de contact à l'origine avec leurs clients, c'était important pour eux d'y être. Et c'est comme ça qu'en fait la décision s'est mûrie chez Arcurial. On a commencé avec un compte pilote qui était le département montre de collection. Et à partir de là, on a vu un petit peu comment ça se passait, comment ça fonctionnait, encore une fois de manière assez empirique, jusqu'au moment où il y a 2 ans, on s'est lancé vraiment de manière plus officielle avec un compte, avec une réflexion sur comment on allait se présenter, ce qu'on allait y exprimer et comment on allait l'organiser. Du coup, Vanessa et Jean-Baptiste, vous, comment vous avez mis en place votre stratégie sur Instagram ? Peut-être Vanessa peut commencer, d'autant que vous êtes adjoint l'aide d'une agence. Vous allez nous préciser ça. Oui, mais en fait, moi je suis arrivée à la galerie il y a 2 ans, et c'est vrai qu'il y avait un désir de vouloir faire beaucoup plus sur les réseaux sociaux, d'être plus structuré aussi. On faisait beaucoup de contenu relativement intuitif, organique. On postait un petit peu au fil de l'eau et aussi selon les possibilités des équipes qui alors s'occupaient de la communication. Et effectivement, on a décidé de peut-être aussi marquer le coup en travaillant avec une agence, donc BETC, une agence de publicité, ce qui était aussi un peu nouveau dans la profession, puisque finalement, il y a assez peu de galeries qui travaillent avec une agence de pub, et pour nous, c'était vraiment la première fois. D'ailleurs, je précise que cette agence BETC, on l'avait rencontrée à l'occasion de la Biennale de Venise, il y a bientôt 2 ans, pour le pavillon de Xavier Veillant, Studio Venezia, dont ils étaient sponsors. Et donc, ça avait été une occasion, voilà, de les rencontrer. Et finalement, la réflexion, c'était pas tant qu'est-ce qu'on doit poster pour avoir plus de likes, plus de followers, etc. C'était finalement comment on crée un vrai discours sur Instagram, et finalement, comment on peut aussi se démarquer dans le lot de beaucoup de galeries et beaucoup d'acteurs culturels qui font déjà un travail assez intéressant et pour certains très abouti. Donc finalement, on a lancé une campagne qui était une sorte de manifeste, finalement, qui prenait un peu le contre-pied de ce qu'on montre habituellement sur Instagram, qui était, voilà, ce que vous voyez à l'image, la campagne qu'on avait appelée Back to Art, qui en fait était accompagnée d'un manifeste qui disait, finalement c'est peut-être un peu paradoxal, mais allez voir l'art en vrai. Ne vous contentez pas de regarder l'art sur Instagram. Quand vous êtes dans une exposition, ne faites pas non plus que des selfies en tournant le dos aux œuvres, mais regardez les œuvres. Et finalement, pour ça, on avait mis en scène une petite campagne très chartée, hein, vous voyez sur les images, où finalement le public était toujours de dos,
en train de regarder une œuvre, donc, et aussi un peu en train de la cacher. Donc on ne montrait pas tout, on donnait envie au public de venir voir ces œuvres en vrai, donc ce Soulage ou cette peinture de Cause, en donnant évidemment des clés sur l'œuvre pour ceux qui ne pouvaient pas venir à la galerie. Il y avait d'autres réseaux qui relayaient évidemment des vues plus larges de ces expositions, mais c'était vraiment ça. Et d'ailleurs, c'était porté très fondamentalement par Emmanuel. C'est vraiment un discours qui tient, auquel il tient beaucoup, ce dont vous parliez tout à l'heure aussi, le fait d'avoir du public, d'avoir du grand public, d'avoir des badauds qui viennent à la galerie. Nous, on est vraiment très pour. C'est exactement le faire venir. Le faire venir, absolument. Ouais. Donc c'était déjà faire venir à la galerie comme lieu d'exposition gratuit, ouvert à tous, mais aussi le fait de prendre le temps de regarder les œuvres. Ça, c'était une campagne, on va dire, limitée dans le temps. Elle a duré à peu près 2 mois. Elle a été lancée au moment de notre exposition Murakami à New York en avril dernier. Et elle était très chartée, on va dire, en termes visuels. Donc on a évolué depuis. On a évidemment des posts beaucoup plus instantanés. On travaille beaucoup plus les stories. Donc finalement, BETC nous a accompagnés plus sur une sorte de campagne de lancement, mettre le pied à l'étrier sur une façon de travailler plus organisée, avec un planning éditorial de posts, où on préparait les choses plus en avance. On faisait même pour cette campagne des shootings en amont, voilà, pour les visuels, ce qu'on fait beaucoup, enfin qu'on fait plus beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. On est beaucoup plus instinctif, mais ça nous a effectivement lancé, et aujourd'hui on est davantage dans un relais de notre actualité, de l'actualité de nos artistes, en fonction d'un calendrier qui est préparé très en amont. Un calendrier qui est préparé combien de temps à l'avance? Vous avez une visibilité, grosso modo? À peu près 2 semaines, 2-3 semaines à l'avance, ça dépend. Évidemment, il y a des choses qu'on peut poster du jour au lendemain. Hier soir, je reçois par WhatsApp des images de Los Angeles, de mes collègues qui sont au ComplexCon avec Murakami. Du coup, je les ai postées direct. Et puis, du coup, c'est ça aussi, c'est de partager le nombre de personnes qui peuvent poster sur le compte, puisque jusqu'à présent, il n'y avait qu'une personne qui postait. Et aujourd'hui, on a une personne qui poste en Asie, une personne qui poste aux États-Unis. On est 2 ou 3 à Paris à avoir les codes de l'Insta. Et ça permet effectivement d'être beaucoup plus rapide. En anglais, une petite précision. Oui, en fait, en anglais, c'est la langue principale. Et dans une seconde langue, on a la langue locale. Donc si c'est en France, on poste en français. Voilà, on essaye de faire quand même aussi un peu des langues locales. Et surtout, en fait, on a pris une certaine liberté par rapport à ce travail avec BETC, qui aujourd'hui, là, on est en train de terminer cette mission avec eux et nous accompagne plus sur des conseils en termes de wording, des choses comme ça, mais beaucoup moins visuellement. D'accord. Jean-Baptiste, vous de votre côté, ça s'est passé comment? Pour Arcurial, la problématique était un petit peu différente. Donc ce compte, on a décidé de le créer suite à ces pilotes entre guillemets que nous avions lancés. Et on s'est posé une double question. On s'est posé 1, qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons raconter? Et 2, si j'étais quelqu'un sur Instagram, qu'est-ce que j'aurais envie qu'Arcurial me raconte? Donc on est vraiment parti de ces doubles angles en se posant cette question. Et donc l'idée d'Arcurial, ça a été de ne pas créer forcément un contenu sur peut-être plus éditorial et curaté qu'un contenu commercial au sens premier du terme, tout simplement parce que Arcurial est une maison de vente aux enchères. C'est 125 ventes par an. Dans ces 125 ventes, il peut y avoir jusqu'à 300 lots. Donc on arrive vite, si on ne met que des œuvres à un catalogue, et on peut en poster effectivement 50 par jour. C'est pas ce qu'on souhaitait faire. C'est pas ce qu'on pense. C'est une des questions d'ailleurs, comment on peut concilier ces impératifs com et marketing de l'autre côté, un peu au cœur de ça. Tout à fait. Et nous, notre idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on voulait dire? La première chose, c'est qu'on voulait dire qu'on n'était pas forcément comme Christie's, Sotheby's ou d'autres maisons. Donc on voulait pas s'exprimer de la même manière qu'eux. C'était pas être différent pour être différent, mais on est différent. Donc en fait, c'est normal qu'on s'exprime d'une manière différente. Et l'autre problématique qu'on avait, c'était 2 choses. Arcurial, depuis le début, se voit plus comme un acteur culturel que simplement un acteur du marché de l'art. Ça, c'était la première problématique. La deuxième problématique, c'est qu'on pense qu'avec nos collectionneurs, avec nos clients, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, on essaie d'établir une relation personnelle avec eux. Et en fait, ce qu'on partage avant tout avec eux, c'est la même passion pour l'art, la même passion pour l'objet, pour l'œuvre. Et cette passion, elle ne se limite pas à un seul domaine, elle ne se limite pas à un seul type d'art, mais elle est globale.
Et donc dès le début, on n'a pas recherché à faire des posts pour attirer le maximum de likes ou attirer le maximum de vues, puisqu'on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait par exemple des spécialités comme la voiture de collection qui marchaient très bien, puisque ce sont des univers qui sont très digitalisés, ou bien l'urban art parce que c'est un public qui est plus jeune, etc. Mais notre volonté, on ne pourrait mettre que des posts sur ces sujets-là. Dès le début, notre positionnement n'a pas été celui-ci. Et à partir de là, on a essayé de décliner ça dans une charte graphique identifiante. Encore une fois, l'idée c'est de pas se limiter au nombre de vues ou de likes, mais de se dire que quand on scrolle son fil Instagram finalement, et ben comme ça le post Arcurial il ressort. On voit que tiens, qu'est-ce qu'Arcurial a fait aujourd'hui, voilà. Comment ils vont me surprendre aujourd'hui. C'était un petit peu ça l'idée aussi. D'où l'idée aussi de ce hashtag qui change à chaque fois, qui peut être interrogatif, qui peut être sur un sujet qui n'a pas forcément à voir directement avec l'objet, qui interpelle. Le but c'est d'interpeller par la photo et ensuite d'aller dans le commentaire. Et dans le commentaire, vous avez des informations pratiques. Donc là, on retrouve le côté vraiment vente aux enchères. Vous avez des informations qui sont aussi sur l'œuvre, qui sont de l'histoire, qui sont de la culture. Voilà. Et de manière générale, on essaie d'avoir une vision globale d'Arcurial, c'est-à-dire aussi bien sur les ventes aux enchères, mais Arcurial c'est aussi une librairie d'art, c'est aussi des expositions, c'est aussi du mécénat, et tout ça on essaie de le partager. Après, ce nous on a essayé de faire au tout départ et qui n'a pas bien fonctionné, c'est qu'au début on s'était posé la question de se dire est-ce que finalement ce que rechercheront les followers ou un Instagrammeur, ce serait pas plutôt de voir des choses qu'il ne peut pas voir quand il vient chez Arcurial. Donc d'avoir peut-être plus de behind the scenes, plus d'exploration, etc. Et ça, malheureusement, on n'a pas réussi à le mettre en place pour une problématique de ressources et vraiment de mise en place et de complexité. On pense que ça reste pour nous un élément intéressant à garder creuser ça sous le pied pour plus tard. Et différenciant. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à le faire fonctionner pour le moment. Petite question à Thomas. Est-ce que décliner des verticales par département, je pense à Arcurial Motor Cars que tu évoquais, ou par entité géographique, on aurait pu imaginer un Perrotin New York, est-ce que ça vous semble être une bonne idée parce qu'on cible très précisément les personnes intéressées par ces thématiques ou géographiquement ? Ou est-ce que c'est une façon de fragmenter la communauté Alors, sur la fragmentation territoriale, on a des exemples qui ont été faits dans le passé, notamment des marques de luxe. La première à l'avoir fait, c'est Louboutin, Christian Louboutin, qui avait créé pour chacune de ses entités pays un compte Instagram, et ça avait d'ailleurs plutôt bien marché. Et puis, il y a eu un mouvement général sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Instagram, de revendiquer la communauté la plus large possible. Or, en ayant des entités locales, la communauté s'effrite et retrouver de la cohérence dans le message et dans le discours est plus compliqué. Donc, tous les comptes qui avaient localisé des comptes pays, chez L'Oréal, il y en avait beaucoup, tous ces comptes ont été fermés depuis. Et il reste quelques initiatives, mais qui sont souvent peu ou mal relayées. Sur ce qui concerne les verticales, sur des secteurs plus particuliers, là, la réponse est totalement différente parce qu'en réalité, parler d'une communauté lorsqu'on est extrêmement multidisciplinaire, c'est un petit peu un abus de langage. On a de communautés que le nombre de followers qu'on a, mais on n'a pas vraiment de communauté qui soit, qui ait un centre de gravité à proprement parler. Quand on fait de la voiture de collection, quand on fait des montres anciennes, quand on fait du design, on a un centre de gravité beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort. Et du coup, on a une capacité à animer ces communautés également plus forte. Donc moi, j'aurais tendance à répondre qu'il n'y a pas de réponse imposée. On peut très bien avoir, comme c'est le cas d'Arcurial, une maison de vente qui intègre ces différents départements et que du coup, chaque département fait vivre l'ensemble du compte. On peut très bien avoir aussi une logique de fragmentation si on pense que d'un point de vue business, ça va être plus performant. Tout dépend des objectifs qu'on va se donner là-dessus. Et c'est en fonction de ces objectifs qu'on peut véritablement décider de tout ça. Nous, je me permets de rebondir là-dessus. Nous, c'est effectivement des questions que nous nous sommes posées sur les entités géographiques. Je rejoins un petit peu. L'idée, c'était d'avoir une marque Arcurial et du coup de les rassembler. Arcurial est présent maintenant dans 5 pays, mais nos ventes sont organisées à Paris. Donc ça fait pour nous moins de sens et on n'avait pas forcément des communautés suffisantes ou pour les animer, etc. Concernant les spécialités, chez Arcurial, on s'aperçoit que dans une vente aux enchères, il y a un tiers de nos clients qui sont des nouveaux clients, un tiers de nos clients qui sont des clients qui ont reçu le catalogue, qui connaissent la maison et qui connaissent la spécialité et qui sont intéressés par cette
spécialité. Et on a en général un tiers des clients qui sont dans le fichier de la maison, donc qui connaissent Arcurial, mais qui n'ont pas reçu ce catalogue parce qu'ils ne sont pas abonnés à cette spécialité. Donc nous, on travaille vraiment sur la complémentarité des disciplines. Alors effectivement, il y a des perméabilités plus évidentes entre, par exemple, la voiture de collection et l'horlogerie de collection, c'est tout à fait exact. Mais cependant, on a des gens qui commencent par du Prince, là je vois Louise Bourgeois, pour un intérieur, qui achètent ensuite quelques pièces de mobilier, et puis un jour achèteront peut-être un tableau plus ancien. Donc ça, c'était voilà, notre réflexion. Sur la fragmentation des communautés par spécialité, Arcurial a fait le choix d'avoir un seul compte externe officiel, qui est effectivement Arcurial Motor Cars, qui a un raisonnement à la fois par la spécificité effectivement de ce domaine, et parallèlement parce que c'est la seule autre marque au sein d'Arcurial. Les autres départements sont des départements de spécialité, là où pour Arcurial Motor Cars, on a une autre marque à proprement parler, donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce compte-là. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, parce que je suis parfaitement d'accord avec vous à nouveau, quand on a une communauté qui est plus sur un même centre d'intérêt, évidemment c'est plus facile de la mobiliser, c'est plus facile de lui proposer des choses, de la faire interagir avec nous. Et ça c'est quelque chose qui était important, qui en plus rejoignait notre idée de pilote qu'on avait eue avec le département montre de collection chez Arcurial. Et du coup nous avons délimité avec une succession, pour ceux qui le souhaitaient. Certains directeurs de département, on a créé des comptes pro-perso. C'est-à-dire que ce sont des comptes qui permettent de générer une petite galaxie d'ambassadeurs de la marque sur des sujets spécialistes, qui est animé par le spécialiste lui-même, qui n'a pas les mêmes contraintes non plus de charte éditoriale, etc., que la maison. Ce qui permet de créer un lien direct, un tutu personné, c'est aussi très important dans notre métier, entre le directeur du département et ses clients potentiels, qu'ils soient acheteurs, vendeurs ou ses clients actuels, bien entendu, et d'animer de manière plus interactive, entre guillemets, ce compte-là. Par contre, notre choix n'a pas été... ces comptes-là, c'est des comptes qu'on accompagne. C'est pas des comptes que nous, à la direction du digital, nous gérons directement. Mais c'est des comptes que nous accompagnons sur l'architecture et la structure. Et ce ne sont pas des comptes sur lesquels nous faisons une promotion particulière. Le compte de marque reste celui d'Arcurial. Par contre, ce sont des comptes qui sont animés et qui grossissent et qui ont des communautés, etc. Mais l'idée, c'était vraiment de différencier ces deux niveaux, mais aussi pour vraiment avoir, entre guillemets, un compte corporate sur lequel l'humain est peut-être un peu moins présent aussi, et d'avoir en balancier une offre plus complète avec ces comptes, entre guillemets, ambassadeurs. Peut-être juste une précision pour bien comprendre aussi les fonctionnalités qu'Instagram propose et ce que ça permet d'avoir. Quand on parle de diffusion organique, c'est-à-dire de diffusion qui n'est pas ciblée, sur lequel il n'y a pas un budget média associé, on touche sa communauté. Donc on a besoin de cohérence, de consistance, etc. On peut tout à fait adresser des communautés locales via des modules de posts sponsorisés. Donc on en reparlera, mais le local et le global s'articulent très bien grâce au module de publication publicitaire qui est intégré dans Facebook. Et alors, question évoquée brièvement par Jean-Baptiste, mais qui vous est adressée. Est-ce qu'il faut éviter ces comptes mi-pro, mi-perso dont parlait Jean-Baptiste ? Je pense par exemple, quand imaginons le fondateur d'une galerie qui confond son compte pro et perso, est-ce que alors, c'est bénéfique ou pas ? On ne peut pas donner de réponse aussi catégorique que ça. Ça dépend, ça dépend vraiment du propos. Ce qui est indéniable, c'est que dans certaines réalités, ça participe clairement au succès social média de la galerie. Par capillarité, le galeriste qui incarne cette galerie et la galerie vont développer une communauté qui effectivement, c'est un moyen de la développer. On a eu des exemples assez parlants dans la mode qui permettent de comparer un petit peu les choses. On a aujourd'hui dans la mode et dans les maisons où les créateurs sont très présents, je pense à Jacques Mus par exemple, ou une créatrice comme Amélie Pichard aujourd'hui, l'incarnation personnelle est une partie intégrante du branding et de la communication. Donc, est-ce que c'est des stratégies valables ? Oui. Est-ce que c'est une stratégie valable au long cours ? On ne sait pas encore. Ce qui est certain, c'est que ça permet d'avoir des effets bénéfiques. Par contre, il est nécessaire de dissocier deux choses. Je prends l'exemple de Kamel Ménour. Si on regarde le compte social média de Kamel Ménour et qu'on prend un exemple de trois
posts qu'il peut faire, par exemple. Un post où c'est davantage sa vie privée qui est mise en avant, ou en tout cas ses passions, ses centres d'intérêt. Un post sur lequel on va le voir lors de l'ouverture à la FIAC de son stand devant une œuvre. Et puis le post d'une œuvre, sans qu'il soit présent. Et admettons que chacun de ces posts récolte 1500 likes. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ces likes n'ont pas la même valeur. On ne peut pas comparer ces likes parce qu'ils ont purement et simplement pas le même objectif. Je vous donne un exemple. Si vous postez quelque chose pour dire il y a tel événement à ma galerie, le message principal, l'objectif principal, c'est de faire venir à la galerie, pas qu'on like cette information. Lorsque, en revanche, on fait découvrir quelque chose et qu'on cherche l'adhésion, le like va avoir une valeur différente. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ça peut être très utile d'avoir une incarnation sur un compte social média. Encore faut-il bien délimiter l'objectif de cette prise de parole et ce qu'elle va pouvoir apporter à la galerie et à son positionnement. Ça peut être, encore une fois, territorialiser le rôle culturel du galeriste. Ça peut être mettre en avant le lien intuitu personné qui existe avec des pouvoirs publics ou avec des institutionnels. Ça va être pouvoir montrer, pareil, le lien qui existe entre le galeriste et son artiste. Donc on ne peut pas le refuser ou l'accepter a priori, ça dépend vraiment de la proposition de valeur que la galerie a. Si je me permets de réagir sur ça, justement, par rapport à nous, notre exemple à la galerie, Emmanuel Perrotin a son propre compte Instagram qui est vraiment géré par lui. Et qui, pour le coup, je trouve... d'ailleurs, il a beaucoup de followers, il en a quasiment autant que la galerie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte autre chose de la galerie, en fait. Il a un tout autre discours qui est évidemment beaucoup plus personnel, qui l'incarne, évidemment. Il est le fondateur de la galerie, donc il y a les rapports avec les artistes, mais il y a aussi toute sa vie privée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... la galerie, aujourd'hui, on est un peu plus de 130 salariés. Il y a 3 partenaires que Emmanuel Perrotin a nommés l'année dernière. Donc, c'est important aussi de ne pas non plus tout recentrer autour de la personne d'Emmanuel Perrotin. C'est important pour lui et c'est important aussi pour les équipes. Donc, on essaye de valoriser, de mettre en avant et de donner la parole aussi à plus de personnes dans l'équipe et aussi sous différentes latitudes, puisque on se rend compte qu'on ne parle pas toujours de la même façon d'une exposition ou d'un artiste, qu'on soit à Hong Kong, à Tokyo, à New York ou à Paris. J'ajouterais que ça pose aussi des problématiques en termes d'image qu'il ne faut pas négliger. Nous, de notre côté, pour nos comptes pro-perso, on a quand même 2 problématiques qui sont apparues quand on a créé cet écosystème. Petit 1, que fait-on pour des posts qui ne sont pas injurieux, mais qui, par exemple, sont politiques ou ce genre de choses? Est-ce qu'ils engagent la maison ou pas? Donc, du coup, quel rapport souhaitons-nous avoir avec ces comptes pro-perso? Et la deuxième question, puisque nous sommes une entreprise, nous avons des salariés, les directeurs de département, ce sont des salariés de la maison de vente. Que se passe-t-il quand ils partent? Est-ce qu'ils partent avec le compte de la maison? Est-ce qu'ils partent avec, du coup, la base client de followers? Voilà, ce sont des vraies questions aussi sur lesquelles il faut se pencher et répondre. On est dans un secteur, dans le marché de l'art, où évidemment vous connaissez bien la force des relations entre les personnes. Mon travail, c'est aussi, au-delà de ça, de créer une relation, entre guillemets, avec la marque, pour justement dépasser ça. Mais c'est 2 problématiques qu'on ne peut pas occulter sur ces comptes pro-perso. Donc nous, il y a ces comptes pro-perso, du coup, qu'on supervise, même si on ne les... Enfin, qu'on encadre, pardon, même si on ne les supervise pas. Et par contre, en général, ces personnes-là ont aussi des comptes perso-perso, où ils mettent des photos de leurs enfants, où ils racontent leurs vacances et où ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, quand nous, par contre, sur le compte pro-perso, on voit des choses qui sont un peu compliquées, qui risquent de mettre, enfin, qui touchent d'une manière ou d'une autre l'image de la maison. Ça, c'est notre rôle, par contre, d'intervenir et voilà, de recadrer un peu les choses. Alors, au cœur de notre sujet, il y a la façon de montrer une œuvre sur Instagram. Comment on montre une œuvre sur Instagram? Est-ce qu'il faut s'engouffrer dans la facilité de ne montrer que des œuvres instagrammables, donc colorées, spectaculaires, qui seront probablement très likées? Et quelle parade on peut trouver pour présenter une œuvre qui est a priori peu instagrammable? Le mot est très laid, mais je pense que vous comprenez ce qu'on veut dire. Une œuvre très minimale, très, très conceptuelle. Si Vanessa et Jean-Baptiste, vous pouvez me répondre, mais relativement brièvement, car le temps passe. Et on a encore plusieurs autres questions. Oui, effectivement, évidemment, la galerie travaille avec plus de 50 artistes et
Voilà, là il y a l'exemple de Peter Vermeersch. C'est des artistes qui sont très variés. C'est vrai qu'on a tendance aussi à réduire quelquefois la galerie à un petit nombre d'artistes, mais en fait, voilà, on représente des artistes très très différents qui vont de Hans Hartung à Sophie Calle, en passant par Takashi Murakami et Peter Vermeersch. Et c'est vrai que c'est très important, comme on le fait dans nos espaces, de donner la même place et la même valorisation évidemment à chacun. Donc si je prends cet exemple pour être très concrète, là on est face à de l'art abstrait qui est tout en subtilité, puisque Peter Vermeersch, donc peintre belge, là c'est une série de peintures sur marbre, travaille le dégradé avec des nuances de couleurs qui sont extrêmement subtiles et qui du coup ne rendent pas forcément en photo. Tout simplement, on avait pris une photo lors d'une visite, d'ailleurs c'était moi qui l'avais pris, je crois, cette photo, lors d'une visite de l'atelier de l'artiste à Bruxelles, et c'était vraiment les œuvres présentées dans leur cadre de transport juste avant qu'elles partent pour l'exposition à la galerie. Donc bon, c'était finalement un peu sur le vif, mais il s'avère que ça avait fonctionné parce qu'à la fois on voit l'œuvre, on comprend un petit peu ce qu'il va y avoir dans l'exposition, et aussi on montre les coulisses, ce qu'on appelle donc behind the scene, avec le hashtag qui va avec, et qui donne à voir finalement ce qu'on ne voit pas habituellement, qui permet aussi de comprendre et de teaser aussi sur une expo qui va bientôt arriver. Donc ça donne un avant-goût aussi d'un travail avant même de le voir en galerie, et puis là il y a une certaine mise à distance qui permet un peu plus de comprendre l'œuvre, en tout cas de la voir. Encore une fois, chez nous, on ne fait pas de course au like. L'idée, c'est de faire une représentativité. Après, évidemment, on est très heureux quand on a un poste qui marche très bien. On regarde quand même les statistiques. On est moins heureux quand il y en a qui marchent moins bien. Donc, c'est évidemment une problématique qu'on se pose, mais qu'on se pose plus dans l'esprit de est-ce que moi, j'aurais envie de liker cette photo, un peu de manière primitive, mais in fine, c'est un peu ça. Donc ici, vous avez un poste, effectivement, qui correspondait à une vente événement qui a été organisé l'année dernière, qui s'appelait Cream, et qui était autour de la marque notamment Suprême, cette marque de streetwear. Donc c'est évidemment, pour nous ça a été une espèce de raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Habituellement, le compte Arcurial est visité entre 2000 et 5000 fois par jour. Là, on a eu des pics à 50 000. Et notre publication là, est likée plus de 1500 fois, avec un nombre impressionnant de commentaires pour nous, une quarantaine. L'idée, voilà, c'est d'accompagner ce genre de choses. Et encore, on a décidé de ne pas mettre de... Là, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par le call to visit. L'idée, c'était de mettre une vue d'ensemble et non pas juste un objet, puisque l'idée, c'était encore de dire il y a une exposition, il y a une vente aux enchères, c'est pas juste une publicité pour Suprême, entre guillemets. Après, pour des départements qui sont parfois un petit peu plus compliqués, on feuillette les catalogues quand on décide de prendre un objet, et puis on décide de prendre quelque chose qui nous interpelle. Donc ici, effectivement, c'était une vente mobilier objet d'art. Vous avez des œufs d'autruche montés, et on l'a utilisé pour Pâques avec des hashtags en lien avec l'actualité du réseau social. L'idée, c'est du coup de se rattacher parfois sur ce type de post sur une autre manière et se dire comment on va l'aborder de manière différente. Et l'un des angles pour nous des fois, c'est de l'aborder par l'angle de l'actualité du réseau social et reprendre ses règles. Donc par exemple, c'est possible qu'en novembre on fasse un hashtag Movember à un moment avec un tableau avec quelqu'un avec une moustache. On essaie de ne pas l'utiliser trop souvent, parce que l'idée, c'est pas de tomber dans le gadget, mais c'est un moyen un peu différent de s'exprimer, et encore une fois, toujours dans cette idée d'un peu interpeller. Thomas, est-ce que vous sur la présentation de l'œuvre, la vidéo, par exemple, aussi comme parade pour montrer une œuvre qui est peut-être frontalement difficile à... Je dirais qu'il y a deux représentations de l'œuvre, c'est ce que Jean-Baptiste décrivait à l'instant. Il y a sur Instagram une logique de disruptivité, c'est-à-dire d'arrêt du feed. Faut savoir que les statistiques sont terribles. La moyenne je crois, j'ai entendu ça la semaine dernière, je suis pas sûr de la stat, mais la moyenne de défilement en longueur d'un feed Instagram par jour, par utilisateur, c'est 300 mètres. Ça veut dire qu'on scrolle 300 mètres par jour. Donc c'est assez terrifiant. Comment on fait pour que ce défilement s'arrête ? Donc c'est la valeur disruptive de l'image. Elle se veut souvent singulière, puissante et forte, etc. C'est pas pour autant la représentation de l'œuvre d'art. Et je pense qu'il y a une représentation de l'œuvre d'art qu'il faut garder. On est sur un territoire qui
qui protège d'une certaine manière la représentation de l'œuvre et qui est aussi en lien avec les artistes. Donc voilà. Après, je pense qu'effectivement, il y a des techniques qui, adaptées à Instagram, ont de la valeur. La vidéo en a une. On le voit sur des contenus de Perrotin, notamment, il y a cette bonne connaissance de l'outil, le fait que sur Instagram, il vaut mieux être très très fort et très capter l'attention très fortement sur les 5 premières secondes. Donc souvent on est sur un prérequis de ce type-là. On sait que lorsqu'on est sur des montages et des cuts qui sont plutôt soutenus et musclés, on est sur un contenu qui est plus digeste également. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes par la plateforme. Il y a des carousels, il y a de la vidéo, il y a beaucoup de choses. Si je peux juste me permettre, effectivement, la question du respect de l'œuvre est très importante parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des formules, des mots qui peuvent très bien fonctionner sur Instagram. Et d'ailleurs, on a eu des discussions à ce sujet, c'était intéressant avec BETC, qui du coup ont des réflexes publicitaires qui sont intéressants à prendre en compte aussi, mais en fait il faut fondamentalement comprendre aussi qui on est et qui on représente, et en fait certains artistes ne veulent pas qu'on monte leur travail de telle manière, qu'on coupe une œuvre, qu'on la recadre, qu'on mette un mot, une blague, que sais-je. Il y a des crédits photos à respecter, des mentions obligatoires, donc finalement, c'est vraiment pas si simple. C'est pas juste mettre une image, la poster comme ça, et parce qu'elle est belle et parce qu'on pense qu'elle va bien fonctionner et qu'elle va annoncer une actualité. C'est vraiment toute une réflexion, en tout cas quand on veut bien le faire, en concertation aussi d'ailleurs avec les artistes, pour publier le plus justement possible en fait. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que le reach avec Instagram est très très fort, beaucoup plus qu'une newsletter, beaucoup plus qu'une image sur un site internet. Donc il faut faire doublement attention. Question pour Thomas, et si vous pouvez répondre brièvement, je serais très reconnaissante. Comment on peut exploiter la dimension sociale d'Instagram qui n'est pas très exploitée encore jusqu'à maintenant chez les acteurs du marché? Alors, je vais essayer de faire vite, mais c'est sans doute la question la plus épineuse, et notamment quand on est une galerie ou, par exemple, quand on est une marque de luxe, puisque la dimension sociale est en réalité la dimension qui suscite le plus d'appréhension dans la désacralisation des créations de la marque, donc dans la désacralisation des œuvres aussi, dans la peur d'appauvrissement du dialogue, de s'abaisser d'une certaine manière à un dialogue d'égal à égal, là où les marques de luxe et les acteurs de la culture sont souvent dans un truc très top-down. Je dirais qu'il n'y a pas de communauté administrable sur Instagram lorsque cette communauté est très large. Je crois qu'en fait les gens viennent, et on est vraiment dans une logique servicielle, d'utilité pour l'utilisateur, et c'est ça qui compte. On a en revanche une vraie logique de communauté lorsque ces communautés sont très resserrées. Je pense que dans le cadre de Motorscars pour Arcurial, cette communauté existe et est activable, et en réalité c'est ça qui compte. Juste un autre point pour les marques aujourd'hui, avoir une communauté, c'est surtout être dans l'instant et être capable de répondre rapidement. On est dans une société de l'intensité et de l'immédiateté. Aujourd'hui, gérer sa communauté, c'est avant tout ça, c'est-à-dire être capable de répondre rapidement et efficacement et utilement. C'est vrai qu'on a, nous on le voit sur le compte d'Arcurial, on a beaucoup de messages privés, on a pas mal de commentaires, les gens ont envie d'interaction. Et alors il y a le côté communauté, il y a le côté aussi, c'est vraiment un outil de communication, au sens premier du terme. C'est-à-dire plutôt que d'envoyer un email, je vais vous envoyer un message et j'attends de vous que vous répondiez. Et moi je le vois de temps en temps, il y a des gens qui nous envoient des photos par exemple de l'eau à estimer. C'est notamment très prenant pour le sourcing, des gens qui envoient des choses. Donc évidemment derrière c'est pas un spécialiste. Une fois que les images elles sont arrivées sur la messagerie privée d'Instagram, c'est compliqué de pouvoir les véhiculer. Donc souvent on dit vous pouvez envoyer un message à tel spécialiste et on met l'adresse email. Donc du coup c'est voilà, là moi je suis pas très content de la manière dont on répond, donc on va voir comment on peut s'améliorer. Mais effectivement du coup on n'utilise pas vraiment l'outil comme il faut, et cette communauté a envie qu'on lui parle comme ils parlent avec leurs amis. Alors pas dans la manière de s'exprimer, mais dans la réactivité et dans la simplicité. Nous, c'est très clairement, en tout cas, un des points d'amélioration aussi sur lesquels on travaille, c'est d'avoir plus d'interaction avec notre communauté, de créer aussi peut-être des moments pour eux, comme on peut faire des previews pour des collectionneurs, pour de la presse. On peut aussi inviter des influenceurs ou une base un peu plus large de notre communauté. Et puis surtout, l'interaction, en fait, effectivement, répondre aux commentaires, donner à voir aussi des choses moins léchées, moins préparées. Ça, c'est le grand avantage des stories. On en fait de plus en plus, et c'est vrai qu'on se rend compte sur Instagram, c'est ce qui fonctionne très bien aussi. On en a posté plus de 100 le mois dernier, et c'est très clairement un des leviers aujourd'hui de développement de notre présence sur Instagram.
Vous avez tous les deux évoqué un point central qui sera mon avant-dernière question, donc vous me répondrez encore une fois rapidement. Quels moyens allouer à Instagram ? Je parle à la fois des moyens humains et des moyens financiers, bien évidemment. Des moyens humains, en tout cas nous, c'est ce que je vous disais, hein, il y a 2 ans, il n'y avait personne qui s'occupait spécifiquement en tout cas des réseaux sociaux, de l'aspect digital. Aujourd'hui, on a recruté quelqu'un à Paris qui fait vraiment ça à temps plein, donc qui est chargé de communication digitale et qui ensuite a des relais, des personnes qui postent de temps en temps mais dont c'est pas le poste à 100% et qui sont plus des chargés de communication basés à l'étranger. Après, dans les moyens, il y a le fait de travailler avec une agence, par exemple comme BETC, c'était très ponctuel, c'était aussi un peu lié à une suite de partenariats, on va dire, dans le cadre de Xavier Veillant à la Biennale de Venise. Et puis des postes sponsorisés dont vous parliez tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup. On a fait des petites campagnes autour de 500 €. C'est des choses très ponctuelles. Avec 500 €, on peut déjà cibler des zones géographiques, des objectifs aussi. Et c'est vraiment, je dirais, plus cantonné à des projets très spécifiques, comme une petite édition d'un artiste arrive à la librairie. On va lui donner un coup de pouce. Mais c'est rarement plus, pour l'instant en tout cas. Jean-Baptiste ? Un peu le même parcours. Effectivement, il y a 2 ans, il y avait personne qui s'en occupait chez nous, qui était dédié à cette fonction-là. Ça a changé il y a donc 2 ans. Aujourd'hui, c'est 1 personne et demie. Ce qui est important pour nous, alors on aimerait bien avoir une personne complètement dédiée à ça. Nous, on n'y est pas encore. Mais c'est vraiment le but, parce que je pense que c'est un métier qui nécessite, mine de rien, pour être efficace aussi, au-delà de l'empirisme et du sens commun, une vraie expertise, aussi bien dans la manière dont fonctionne le réseau que dans la manière de produire le contenu, c'est aussi important. Nous, on tient à ce qu'il y ait en plus un stagiaire, tout simplement parce que c'est quand même des digital natives pour la plupart, donc ils ont cette connaissance du réseau et surtout ils sont up-to-date des nouvelles avancées. Donc un stagiaire jeune. C'est pour nous, toutes les candidatures seront les bienvenues. Les moyens financiers. Et les moyens financiers, donc il y a ces moyens humains et après, évidemment, une grosse partie. Alors nous, on a de la chance parce qu'on a une base de données images illimitées qui sont les images de l'autre catalogue. Après, notre contrainte, c'est que justement, on ne veut pas être un catalogue, donc il faut quand même en faire à côté. Pareil pour les informations, puisque du coup, elles sont très riches dans les catalogues. Après, effectivement, une grosse partie de nos moyens passe dans la vidéo, puisque nous, le but du jeu, c'est d'utiliser au maximum le média tel qu'il est fait. Spécifiquement faites pour Instagram. Oui, des vidéos. Alors ça peut être des petits montages, ça peut être des vidéos en story, ça peut être un certain nombre de choses. Donc on a investi dans du matériel pour ce qu'on peut faire entre guillemets nous-mêmes. Et là, ce qu'on aimerait développer, c'est un peu plus d'intervention avec nos spécialistes, notamment en story. Et nous, on a une politique et notre compte Instagram est en anglais. Et on a une question qui est comment on fait des interviews en anglais, puisque nos spécialistes tous ne sont pas complètement bilingues. Non, mais c'est un vrai sujet, puisque du coup, à partir du moment où on décide qu'on fait en anglais, tout doit être en anglais pour être cohérent. Et nos spécialistes, ils ne sont pas systématiquement bilingues ou à l'aise pour s'exprimer en anglais pour être compréhensibles. Du coup, il y a des implications derrière de sous-titrage, de traduction en plus, qui représentent des frais tout de suite qui commencent à monter, même sur des petites vidéos. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc, on essaie de développer à la fois des moyens sur les vidéos humaines, entre guillemets, et à la fois sur du coup des animations plus graphiques aussi, qui sont un petit peu les deux balanciers sur lesquels on fonctionne. Et on a lancé un petit peu effectivement des posts sponsorisés et des campagnes avec des objectifs plus ciblés, exactement dans le même principe. En 2 secondes, il y a un truc qui est très important de manière générale sur Instagram, qu'on soit une galerie, une entreprise et tout. Quand on parle des ressources, il faut toujours avoir en tête que c'est 3 typologies de ressources qui sont à quantifier. Il y a les ressources internes, la masse salariale affectée, bref, ce qui coûte au quotidien. Il y a la création de contenu. Même pour des photos à l'iPhone, c'est de la création de contenu, elle doit se réfléchir, elle doit être produite. Et puis il y a la diffusion de ce contenu, que ça soit organique ou sponsorisé. On doit rester dans des masses cohérentes entre elles. Avoir un budget média et pas de création de contenu ne sert à rien. Avoir quelqu'un qui s'occupe d'Instagram mais rien à poster ne sert à rien. Voilà, il faut vraiment avoir ces 3 aspects en tête. Et le coût d'un intervenant extérieur, qu'est-ce que c'est d'une après, agence, ça dépend. Je pense qu'il y a une très bonne approche qui vient d'être décrite, qui est on va poser les bases d'une stratégie, d'un plan d'action et d'une campagne
avec une agence ou avec des professionnels, et c'est des expertises qui s'achètent à des prix relativement chers. Et après, on a le rollout, la mise en œuvre, qui doit répondre à un plan d'animation. Et prix relativement cher, qu'est-ce que c'est ? Ça dépend vraiment de l'ambition. Si l'ambition, c'est d'exprimer un territoire de marque, hein, donc on va dire un propos, d'incarner un territoire artistique, donc une curation, et de pousser derrière à la vente, il va falloir investir un petit peu d'argent. Ouais. Voilà. On n'aura pas Désolé, je dois montant. vous interrompre malheureusement pour proposer une question au public. Si quelqu'un a une question à poser. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. En fait, vous avez tous évoqué la façon dont vous pouviez utiliser Instagram pour communiquer, mais par là même aussi, toutes les personnes laissent des informations quand ils visitent Instagram par les likes et autres. Et le propre d'Internet, justement, c'est de pouvoir remonter des informations. Alors, effectivement, il faut avoir les moyens via des algorithmes, via des agrégateurs et autres, mais aussi toute cette information qui est laissée sur Instagram, elle peut être utilisée pour connaître des choses sur les comportements des collectionneurs, des consommateurs. Est-ce que vous dédiez des moyens à ça et est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi qu'un autre opérateur, un opérateur d'Internet, intervienne et lui utilise ces données-là ? Alors en ce qui nous concerne, effectivement, on regarde les statistiques, puisque effectivement c'est plutôt dans cet ordre-là les données qui peuvent être collectées, en regardant qui nous suit, dans quelle zone géographique, quelle moyenne d'âge. Ça nous informe sur effectivement notre base de followers, notre communauté, mais on ne va pas encore une fois orienter le contenu pour satisfaire en tout cas cette communauté, ou en tout cas pour générer plus de likes, puisque notre but c'est de promouvoir les projets des artistes et les activités de la galerie diverses et variées. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on voit qu'on a une base croissante, par exemple à Paris, qu'on va poster essentiellement des choses sur Paris. On va quand même un petit peu poster sur toutes nos différentes localités. Et d'une autre façon, ça nous permet juste d'identifier la cible, mais on n'a pas beaucoup plus de données que cela, en fait, après, à passer sur des comptes payants d'analyse de données. Donc nous, c'est vraiment à titre informatif, mais c'est très différent, par exemple, si vous voulez, d'une base de données contact ou client qu'on peut avoir par ailleurs à la galerie, qui est une base de données collectée depuis 30 ans avec les coordonnées de nos collectionneurs, etc. C'est encore une fois, c'est totalement différent. Et d'ailleurs, c'est des audiences différentes et même, je dirais, complémentaires. C'est la même chose chez Arcurial, effectivement, ces données sont analysées, scrutées, mais de point de vue indicatif, il n'y a pas de dictature vis-à-vis de ces données. Nous, on utilise plutôt aussi les systèmes de hashtag, etc., pour repérer les gens qui pourraient être intéressés par des sujets particuliers, pour après avoir une approche plus personnelle vis-à-vis d'eux. Nous ne l'utilisons pas comme un outil de mass marketing. C'est un média de masse, Instagram, mais je pense que sa force, justement, et en tout cas d'un point de vue publicitaire, c'est évident, c'est un ciblage ultra précis. Et c'est un peu l'utilisation que nous en faisons aussi, c'est-à-dire de garder cette ouverture tout en, du coup, en ayant des approches personnalisées, puisque c'est aussi le service que veut apporter Arcurial à ses clients et la manière dont on travaille. Merci beaucoup.